Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que ça fait de faire un an en classe prépa. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Je m'appelle Maxence et je viens de terminer un an en classe préparatoire aux grandes écoles. En fait, c'est le nom qu'on donne à la formation et on l'abrège en disant prépa. Mais en réalité, le terme prépa vient du mot préparatoire dans classe préparatoire aux grandes écoles. C'est le nom de la formation. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler de ça, c'est de vous parler de ce que ça fait de faire une prépa, je viens de le dire, mais également tout ce que ça peut vous apporter, ce que ça implique en termes de charge de travail, en termes d'organisation. J'ai vraiment pour objectif de vous partager mon expérience en classe prépa TSI pour être plus précis. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez faire un baccalauréat, vous allez passer un type de baccalauréat, soit général, soit technologique. Et en fonction de ce que vous allez passer, vous allez avoir accès à un certain nombre de classes prépa. Si vous faites un bac général, vous avez beaucoup de filières en classe prépa. Vous avez MPSI, PTSI, MP2I, et j'en passe, il y en a énormément. Si vous faites un bac technologique, en particulier STI2D et STL, vous avez accès à la classe préparatoire aux grandes écoles, TSI. TSI, c'est technologie et sciences de l'ingénieur. Et donc en fait, vous avez une place qui vous est réservée uniquement pour ce type de prépa. Donc en fait, après un bac technologique, on peut faire une classe préparatoire, en particulier celle que j'ai faite parce que je suis un bachelier technologique. Alors, ça ne veut pas dire que pour vous qui êtes en bac général, probablement, vous ne devez pas regarder cette vidéo. Elle est très générale. Je vais essayer d'être très général dans ce que je vais dire, dans ce qu'on peut parler de la prépa. Mais de manière générale, il va falloir être prudent lorsque je parle un peu organisationnel, mais je vais le préciser parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pour la filière que j'ai faite, TSI, mais qui va être différente pour ce que vous allez faire dans la prépa que vous prétendez si vous faites en l'occurrence un bac général. J'ai ma petite fiche juste ici, je vais vous parler d'un certain nombre de choses. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle vous soit utile et qu'elle vous permette de vous préparer au mieux à ça. Je vais simplement faire une petite présentation rapide de la prépa TSI. Donc je l'ai dit, c'est une prépa qui est accessible après un bac technologique STI2D ou STL. Il y a un gros bloc scientifique de mathématiques, de physique-chimie et de SI, en particulier 10 heures de mathématiques, 8 heures de physique-chimie et 7 heures de sciences de l'ingénieur, SI. Vous ajoutez à ça 2 heures de français et 2 heures d'anglais. Et au second semestre, vous rajoutez aussi 2 heures de TIPE. J'en parlerai plus tard de ce que c'est que ce TIPE. Là, voilà, par exemple, je vous ai parlé des heures de cours qu'on avait. Ça va changer si vous êtes en PTSI ou si vous êtes en MPSI. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur votre formation propre. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas en dire plus sur la prépa TSI en l'occurrence. Je crois franchement avoir tout dit. Maintenant, je vais vous parler de ce que ça fait de faire une prépa de manière générale. Alors la première chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est peut-être la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur. Parce que faire une prépa, ça veut dire en gros faire des études. Et alors faire des études, ça veut dire que vous passez d'un statut lycéen à un statut étudiant. Et ça implique un certain nombre de choses, je trouve. Dans un premier temps, vous avez plus de responsabilités et plus d'indépendance. Au lycée déjà, on avait une certaine responsabilité, une certaine indépendance vis-à-vis des cours, vis-à-vis de ce qu'on pouvait faire avec tous les clubs qui peuvent être organisés dans les lycées, la MDL par exemple, ou les conseils de vie scolaire sur lesquels on pouvait adhérer. En fait, quand vous êtes étudiant, vous êtes vraiment dans, si vous voulez, dans un monde où les profs ne considèrent pas qu'ils ont besoin de vous aiguiller sur certaines choses de la vie courante. Vous devez vous organiser vous-même, vous devez être capable de gérer le propre cursus de ce que vous avez choisi d'entreprendre, si vous voulez. Donc plus de responsabilité, plus d'indépendance. Par exemple, le lieu d'étude, il peut être loin de chez vous. C'est mon cas par exemple, j'ai fait une classe prépa à Saint-Étienne, j'habite à Roanne, donc ça nécessitait un trajet en train 2 fois par semaine, à la fois pour y aller et à la fois pour rentrer le week-end. Et voilà, à plus de 80 km de chez soi, j'étais en internat, on en reparlera plus tard de l'internat, c'est quelque chose qui est très utile en classe prépa. Donc c'est plutôt pas mal.
mais dans un sens, voilà, ça nécessite une certaine organisation et c'est un signe de véritable prise d'indépendance pour soi-même. Et je dirais que c'est quand même très positif parce que ça peut, voilà, c'est une entrée douce, je dirais, dans la vie d'adulte. Si vous avez l'internat par exemple, vous n'avez pas à gérer tout ce qui est de vous faire à manger, parce que normalement il y a enfin, la cantine est ouverte pour que vous puissiez manger le soir, le matin et le midi évidemment. Les chambres sont nettoyées, donc vous n'avez pas ça à gérer. Mais pour autant, vous devez quand même prendre un train, vous devez quand même penser à ce genre de choses. Voilà, c'est une entrée dans la vie d'adulte, comme je l'ai dit, qui est douce. En ce qui me concerne, si vous êtes bien sûr déjà sur le lieu de vos études, bah forcément c'est beaucoup plus simple. C'est sûr que si j'avais une prépa TSI qui m'était ouverte à Rouen, là où j'habite, j'en aurais profité. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est sans doute parce que vous avez décidé d'aller en classe prépa ou vous songez à le faire. Vous vous confrontez à des études qui sont difficiles. Alors, la notion de difficulté, à mes yeux, elle est très subjective. Je vais penser que quelque chose est difficile pendant que vous allez trouver que c'est pas forcément difficile et inversement. Pour autant, j'ai rarement écouté des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait une classe prépa et qu'ils y ont pris un certain plaisir dans le sens où c'était pas difficile. Et évidemment, moi, je vais dans cette optique-là. Vous vous confrontez à des études difficiles, c'est pour ça que le terme difficile est, je trouve, approprié dans la situation. Alors pourquoi on dit que la prépa c'est difficile? Parce que c'est vrai que la notion de difficulté, elle est subjective, mais elle est aussi très vaste, hein. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est difficile en fait. Bah, je crois qu'il y a deux choses qui sont difficiles en prépa. C'est l'exigence, en fait le niveau qui monte, et la charge de travail. Alors, l'exigence, le niveau qui monte, c'est très naturel. Lorsque vous passez de seconde générale à première générale ou technologique, il y a forcément un niveau qui monte. Lorsque vous passez de première à terminale, il y a forcément un niveau qui monte. On voit des choses nouvelles, forcément. Mais je dirais qu'en prépa, l'exigence, elle est quand même assez haute. Et le niveau qui monte, c'est également très très haut. C'est-à-dire qu'en une année scolaire, on va faire et apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle à ce que je disais en début de vidéo sur l'organisation. Ayez conscience que 10 heures de maths, c'est énorme sur une semaine. 10 heures de maths par semaine, ça veut dire en gros 2 heures de maths à peu près tous les jours, quoi. Donc vous voyez un petit peu ce qui se passe, on va devoir apprendre beaucoup de choses en un temps qui est très court. Donc le niveau qui monte parce qu'on apprend des choses qui sont forcément beaucoup plus difficiles, c'est nouveau, mais évidemment on a des profs pour ça, hein, et normalement on s'en sort, évidemment. Mais c'est difficile, voilà, cette difficulté du niveau qui monte, elle est là. Et en parallèle de ça, il y a une exigence qui est très forte. Les profs vont attendre de vous que vous soyez bon dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce que les classes préparatoires aux grandes écoles, comme leur nom l'indique, ce sont des classes qui préparent aux grandes écoles. Alors c'est quoi les grandes écoles? Eh ben, en l'occurrence, pour une prépa scientifique, c'est l'accès aux écoles d'ingénieurs. Si vous faites une prépa économique, vous allez avoir accès aux écoles de commerce. Donc, vous avez 2 ans, parce qu'une prépa ça se fait en 2 ans, normalement, pour devenir très bon et être capable de passer des concours pour accéder à des écoles d'ingénieurs. Des concours qui sont forcément difficiles. Donc, beaucoup de choses à voir, un niveau qui est haut et en parallèle une exigence des profs qui est très forte. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, je le disais, c'est la charge de travail. Alors, la charge de travail, je vais y revenir en détail juste après. Mais oui, en effet, la prépa, c'est connu quand même pour être une formation qui nécessite beaucoup de travail, de manière générale. Alors, bien sûr, vous allez sans doute me demander des chiffres, combien de temps on travaille par soir, est-ce qu'il faut beaucoup vraiment travailler? Vous allez attendre à ce que je vous dise des chiffres. Je vais volontairement ne pas vous en donner parce que c'est complètement inutile à mes yeux de vous dire combien de temps je travaille le soir. Parce que là, pour le coup, la notion de travail, elle est très subjective et elle change d'une personne à l'autre. Par exemple, moi je sais que j'ai besoin de beaucoup travailler pour comprendre quelque chose, notamment en physique-chimie par exemple. En maths, je vais peut-être avoir beaucoup plus de simplicité à comprendre les choses rapidement, pas en physique-chimie. Donc là, forcément, j'ai besoin de plus travailler la physique chimie que les mathématiques. Mais si ça se trouve, vous, c'est pas du tout le cas.
passionné de physique-chimie, vous avez un peu plus de difficultés en maths, vous allez plus travailler les maths. Donc c'est très subjectif et il faut vraiment savoir ce dont on a besoin de travailler, ce sur quoi on est moyen, je ne vais pas dire mauvais, mais sur la matière sur laquelle on a plus de difficultés. Mais je vais détailler cette charge de travail. Je reviens sur l'exigence, le niveau qui monte. On imagine, on est en prépa TSI, on est le 1er septembre, jour de la rentrée, très bien. On sort d'un bac STI 2D STL. Eh bien, il y a la nécessité en fait de se mettre au niveau des généraux. Parce que bien sûr, les étudiants qui ont fait un bac général ont appris un certain nombre de choses, en mathématiques en l'occurrence, mais en physique-chimie aussi, que nous, bacheliers STI 2D STL, nous n'avons pas. Donc, il est nécessaire de se mettre, si vous voulez, au niveau des généraux. Et une fois qu'on est au niveau des généraux, qu'on a, si vous voulez, entre guillemets, rattrapé le retard, on fait le programme de prépa qui est demandé. Donc en fait, ça implique quelque chose qui est très simple, c'est que on avance très très vite. À tel point que, par exemple, pour les mathématiques, les chapitres se font une fois par semaine. C'est-à-dire vous commencez le lundi, nouveau chapitre, vous avez fini le jeudi ou le vendredi. Et lundi prochain, la semaine d'après, vous faites un nouveau chapitre. Donc c'est un avancement qui est très très rapide. J'ai même l'habitude de dire que suivre un cours de maths, c'est un peu un marathon. En l'occurrence, mon prof que j'avais, voilà, il allait très vite. Alors quand je dis très vite, évidemment, il ne va pas tracer au tableau. Même si, franchement, par exemple, voilà, il faut recopier l'exercice, il faut le faire en même temps que lui. Il écrit tellement vite, il y a tellement de nécessité d'être réactif que vous pouvez prendre ce qu'on appelle des tableaux de retard, hein. Je vais regarder cette partie-là du tableau, mon prof il est déjà là-bas, quoi. Alors que j'en suis qu'à là. Et il va falloir que je recopie tout ça. Donc voilà, les cours de maths en l'occurrence c'est très rapide. Les cours de physique aussi, hein, ça peut l'être, même si en ce qui me concerne j'avais un prof qui était plutôt cool vis-à-vis de ça. Donc c'était beaucoup plus simple de suivre. Mais voilà, je dirais qu'il faut quand même être très réactif. L'avancement est très rapide, on fait des chapitres en une semaine, donc il ne faut pas perdre de vue le fait de savoir s'organiser et le fait de savoir être réactif au moment où on fait le cours en l'occurrence. Voilà, donc on se remet au niveau des généraux, ça prend déjà un certain nombre de temps, et ensuite il faut faire le programme de prépa, donc là forcément c'est tout nouveau, donc c'est encore plus dur parce que c'est nouveau, on en a déjà peut-être un petit peu marre parce que ça fait 2 ou 3 mois qu'on a pris le rythme, mais enfin je crois qu'une fois que le rythme est pris, on le garde et ce jusqu'à la fin de l'année. Mais ça j'en reparlerai. Pour autant, j'y vois quand même quelque chose de très positif là-dedans, c'est que on est des étudiants qui ne font que évoluer. Je crois qu'en prépa, on ne peut pas régresser. C'est pas possible, tellement que on a besoin de travailler, tellement qu'il faut travailler, on ne peut pas régresser en fait dans notre niveau. C'est pas possible. Au pire, on peut stagner, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de difficultés, on n'arrive pas à prendre le rythme justement, on stagne, mais on régresse pas. Et même en stagnant, on peut quand même prendre des connaissances et prendre de la matière sur ce qu'on étudie. Mais voilà, de manière générale, sachez que si vous faites une prépa, vous n'allez pas régresser dans votre niveau, vous n'allez faire que exceller. Du fait de cette exigence qui est forte et du fait de cette rapidité qui va vous obliger à devoir être toujours présent, être toujours réactif. Et ça, c'est très utile pour la mémorisation, pour apprendre des choses et les garder en fait. Oui, je peux vous parler rapidement de l'exigence. Ça nécessite une rigueur et une précision qui nous demande. Une rigueur qui est rédactionnelle par exemple. Et j'aimerais vous faire un exemple qui est assez fou. Je vous présente cette fameuse fonction en mathématiques. En terminale STI 2D, je sais pas, pour le bac, si on nous demande de dériver cette fonction, on va écrire ça. En prépa, on écrit ça. Voilà, c'est pour vous montrer un peu la différence de rigueur rédactionnelle. Parce que les maths, ça nécessite beaucoup d'écriture et beaucoup de raisonnement et beaucoup d'arguments en fait. Donc il y a une rigueur rédactionnelle qui est très importante que les profs vont vous faire acquérir tout au long de l'année. Ça, il n'y a pas de souci, hein. N'arrivez pas en prépa en sachant déjà faire ça. C'est pas, vous allez l'apprendre, forcément. Il y a également une précision dans les raisonnements. Ça, c'est assez marquant, mais c'est vrai que la prépa, on vous présente des exercices, des manières de raisonner qui sont un petit peu inédites, qui sont un peu. C'est un peu du jamais vu. On va vous proposer un exercice pour vous faire démontrer un théorème, pour vous faire voilà, calculer quelque chose qui est entre guillemets connu en maths.
La prépa est là pour vous montrer un peu la beauté de ce que peut apporter ce genre de matière, les mathématiques, la physique-chimie. Donc il y a une nécessité de raisonnement qui est un petit peu plus forte, du fait que forcément c'est plus difficile, mais surtout parce que c'est moins guidé. On va vous présenter un exercice, montrer que, deux points, ce truc-là, et en fait il va falloir faire un certain nombre de raisonnements soi-même pour arriver au résultat. Donc là encore, les choses sont intéressantes à faire, mais sont beaucoup moins guidées. Et donc là, forcément, c'est une exigence qui est très forte, le fait que ça soit moins guidé, les exercices, et qu'il faut apprendre à réfléchir soi-même et à entamer un exercice. Maintenant, je vais vous parler de charge de travail. C'est la deuxième difficulté que je vous parlais dans cette confrontation d'études difficiles. La charge de travail, à mes yeux, elle se décompose en trois types de travail que vous allez penser tout au long de votre prépa. L'école, les DM, les DS. Alors l'école, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que vous savez déjà ce que c'est si vous vous intéressez un peu à la prépa, pardon. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique tout de suite. En début d'année, on va vous demander de vous mettre par groupe de 3, donc en trinôme. Et en fait, l'école, elles sont là pour vous, franchement, vous forcer à travailler. Parce qu'en fait, concrètement, l'école, vous allez en avoir un certain nombre par semaine. En particulier, vous avez une colle de maths par semaine. Donc, vous savez que vous avez la colle de maths à travailler pour la semaine qui vient. Et en fait, vous allez aller dans une salle de classe, avec un professeur qui n'est pas votre professeur de maths. À part si votre professeur de maths vous colle. Mais généralement, on alterne les colleurs, on a plusieurs colleurs. Donc, ça peut être un prof voilà, qui enseigne dans le lycée ou pas. Et donc, vous allez vous mettre au tableau. Lui, il va se mettre sur un bureau, il va faire l'élève, vous allez faire le prof en fait. Il va vous poser des questions, il va vérifier si vous connaissez votre cours en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de vidéos qui existent sur YouTube. Vous tapez colle de maths exemple et vous voyez ce processus-là où vous voyez trois étudiants devant un tableau qui tracent un trait au milieu, qui écrivent leur nom au début et qui se font coller. Voilà, lui il va avoir tel exercice, il va avoir telle question de cours, lui il va avoir autre chose. Et l'objectif, voilà, c'est de faire la colle, c'est de faire l'exercice. À la fin d'une colle, vous avez une note. Le colleur note sur 20 votre colle. Donc forcément, vous avez quand même envie d'avoir une bonne note, forcément. Donc vous allez travailler votre colle. Pour autant, voilà, ça sert à ça, à forcer l'élève à travailler, mais j'ai envie de dire aussi que l'école, c'est aussi un bon moyen de comprendre ce qu'on n'a pas compris en cours, justement. Du fait de cette rapidité, il y a des choses qu'on va pas comprendre. C'est obligé, tellement que ça va vite, tellement qu'il y a de choses à apprendre. Il y a des choses qu'on va pas comprendre sur le moment. Le colleur, justement, il va être là pour remettre un peu les pendules à l'heure et pour expliquer ce qu'on n'a pas compris, justement. Donc c'est un peu un mini cours particulier, je ne l'ai pas précisé, mais l'école ça dure 1 heure. Donc en 1 heure, vous avez quand même le temps de faire pas mal de choses si vous êtes, voilà, si vous êtes efficace. Il y a également un autre point qui est intéressant, c'est que ça vous prépare aussi au concours des écoles d'ingénieurs. Les concours, ils se divisent en une épreuve écrite et en une épreuve qui est orale. Une épreuve écrite, vous écrivez. Et une épreuve orale, c'est justement ça, vous avez un jury qui est assis, vous êtes devant un tableau et vous avez un exercice à préparer. Donc l'école, ça prépare justement à ces oraux-là, là où vous allez devoir argumenter. Le jury va vous demander, donc le jury alias le colleur, forcément quand vous êtes en prépa, va vous demander oui, mais pourquoi vous écrivez ça? Vous devez être capable de justifier, vous devez être réactif. Et donc c'est un très bon exercice à ça. Et donc forcément, l'école, ça prend du temps à préparer. C'est pour ça que je le mets dans charge de travail. En mathématiques, vous avez généralement des questions de cours. 6 questions de cours à apprendre. Une question de cours, ça peut être une formule à apprendre, un théorème à redire, vraiment en toutes lettres. Je vous donne un exemple de théorème, par exemple, qui est tombé en l'une des questions de cours que j'avais. Voilà, il faut que j'apprenne ça par cœur et que je sache le réécrire au tableau, par exemple. C'est un théorème parmi tant d'autres. Et généralement, ce que font les profs de maths, c'est qu'ils mettent dans la colle ce qui est, entre guillemets, important de travailler. Parce que les cours de maths, c'est des polycopiés, c'est des fiches, des feuilles doubles. Il y a un grand nombre de choses. Quand on révise un cours de maths, on se dit oui, mais qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce que je dois savoir? Et bien généralement, ce que vous avez dû préparer pour la colle. Voilà pour ça, donc ça prend du temps à préparer, c'est pour ça que je le fais rentrer dans la charge de travail. Comme je vous l'ai dit, une colle de maths par semaine. Il y a également une colle de physique toutes les 2 semaines, une colle de SI toutes les 2 semaines et une colle d'anglais toutes les 2 semaines aussi. Donc ça peut arriver, généralement vous avez dans la semaine au moins 2 colles. Voilà. Les DM, les devoirs maison donc. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des profs en lycée qui vous faisiez des DM.
Généralement, si vous avez un DM, c'est généralement pendant les vacances qu'on a un DM. Sachez qu'en prépa, on a un DM à peu près toutes les 2 semaines quand même. Sur chaque matière du bloc scientifique, hein, c'est-à-dire maths, physique, SI. Alors en SI, c'est un peu particulier, notre prof nous donnait des DM que pendant les vacances. Donc finalement, pendant qu'on faisait nos semaines de prépa, on avait généralement un DM de maths ou un DM de physique à faire. En fait, ils alternaient à chaque fois. L'idée d'un DM, c'est de préparer le DS, en fait, qui va venir. Les DS, j'y viens juste après. Alors, pourquoi je mets ça dans une charge de travail? Parce que généralement, les DM, ça va pas vous prendre 1 heure à faire. Ça va vous prendre 3 jours à faire, peut-être un peu plus. Voilà, les DM, ils sont vraiment là pour préparer le DS, mais ils sont aussi là pour vous faire travailler des exercices qui sont peut-être un peu difficiles et qui nécessitent quand même un plus fort raisonnement. Je pense notamment à la physique-chimie. Notre prof, il avait l'habitude de profiter du DM pour nous faire découvrir, entre guillemets, des compléments de cours, des choses que il a abordées en cours, mais qui ne sont pas explicitement au programme. Et donc, il se servait des DM pour justement nous faire découvrir ce genre d'exercice ou ce genre de mécanisme en fonction du chapitre sur lequel on était. Le prof de maths, c'est la même chose. Généralement, voilà, ces DM, ils étaient là pour nous faire un peu plus réfléchir, pour voilà, mener des raisonnements un peu plus ardus, en étant peut-être un peu moins guidés. Donc les DM, généralement, ils vont vous prendre du temps à faire et vous allez avoir des DM, voilà, comme je vous l'ai dit, toutes les 2 semaines. Donc ça va se rajouter dans ce que vous allez devoir mener en termes de travail. Déjà que vous avez l'école à préparer, si en plus vous avez un DM à faire, voilà, on commence un peu à avoir du travail, un petit peu beaucoup. Et ensuite les DS. Alors les DS, devoir surveiller donc, c'est un DS par semaine. Alors, généralement, le DS, il est le samedi matin. Pourquoi je dis généralement? Parce que, en l'occurrence, dans la prépa que j'ai faite, dans l'établissement dans lequel j'étais, j'ai eu énormément de chance. Parce que les DS étaient le vendredi après-midi. Mes profs ont voulu, de ce qu'ils nous ont dit, volontairement ne pas mettre le DS le samedi matin pour justement qu'on ait un maximum de temps pendant le week-end et qu'on puisse se reposer. Je trouve que c'est la meilleure décision qu'ils ont prise. Parce que franchement, quand j'entends d'autres étudiants dans d'autres établissements me dire qu'ils ont un DS de 4 heures tous les samedis matins, une fois par semaine, je me dis qu'il faut quand même le faire. Et d'ailleurs, je fais un parallèle avec une situation, la mienne par exemple. Si j'ai DS le samedi matin de 3 heures ou 4 heures, et ben qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir prendre du temps sur mon week-end pour faire le DS et ensuite il va falloir que je prenne un train d'1 heure pour pouvoir rentrer chez moi. En gros, j'arrive chez moi le samedi vers 14 heures et il faut que je reparte dès le dimanche soir à l'internat pour pouvoir être prêt. Donc en fait, mon week-end se transforme en un jour au lieu d'avoir 2 jours. Donc, anticipez ça parce que je connais peu d'établissements à part le mien qui font les DS le vendredi après-midi. De manière générale, les DS, c'est le samedi matin. Donc, un DS par semaine, encore une fois, ça alterne. Vous avez un DS de maths, la semaine d'après, ça va être un DS de physique-chimie, la semaine d'après, ça va être un DS de SI, et ça recommence en boucle comme ça. Je dis pas que vous n'avez pas de DS sur les autres matières, le français, la philo et l'anglais par exemple, mais disons qu'ils sont moins récurrents. Vous voyez un petit peu l'organisation, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc les DS en première année, oui voilà, c'est entre 2h30 et 3 heures. J'ai jamais eu un DS de 4 heures, si ce n'est en français. En maths ou en physique, ouais, c'était entre 2h30 et 3 heures maximum. En deuxième année, ça sera forcément des DS de 4 heures. Et encore, je ne sais pas pour les autres établissements ou les autres prépas en l'occurrence, peut-être dès la première année, vous avez des DS de 4 heures. Et là, il faut tenir. Tout ça, s'école, CDM, CDS, vous allez créer une routine. Vous allez créer une organisation pour pouvoir être efficace dans la manière de travailler. Je sais par exemple que dès que j'arrivais en week-end le samedi matin, je faisais la colle de maths tout de suite. Je rédigeais les questions de cours, je voyais les exercices qu'il y avait au programme et qu'il fallait que je retravaille pour assurer derrière en colle. C'est une routine qui se prépare. Dès que j'avais une colle de physique en plus, je faisais également les questions de cours. Si j'avais un DS à préparer, je me calais des heures pour ça. Sinon, je révisais mes cours ou alors je faisais mon DM. Voilà. Vous allez devoir créer une organisation, créer quelque chose qui fonctionne pour vous, qui n'est pas universel forcément, mais qui va vous permettre d'être le plus efficace possible. Et d'ailleurs, cette organisation, elle évoluera tout au long de votre année. J'avais une organisation le week-end qui était particulière en début d'année et j'ai pas arrêté de changer
pour être le plus optimal possible au cours de l'année. Donc il n'y a pas de méthode universelle pour s'organiser et pour faire face à cette charge de travail. Il ne faut pas oublier que si vous êtes en internat, il y a la possibilité de travailler le soir, donc vous pouvez quand même avancer le soir, il n'y a pas que les week-ends pour travailler ça. Voilà donc pour cette charge de travail et pour cette exigence et pour ce niveau qui monte. Si d'aventure vous avez des questions d'ailleurs, des choses que vous souhaiteriez préciser ou des questions tout simplement, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, hein, je vous répondrai sans le moindre problème. J'aborde une nouvelle section que j'ai intitulée Rien ne doit être négligé sur le principe. On a parlé d'un gros bloc scientifique, mathématiques, physique-chimie, sciences de l'ingénieur, mais je ne vous ai pas parlé, c'est vrai, des autres matières qu'il y a, le français, la philo et l'anglais, et au second semestre viendra s'ajouter le TIPE, j'en parle juste après. Alors, le bloc scientifique, il est très puissant et en fait, il est impossible à négliger. En fait, les maths, la physique, la SI, vous allez tellement en faire, vous allez avoir des cols à gérer là-dessus, des DM à faire, vous ne pouvez pas négliger ça, ça n'est pas possible. D'ailleurs, je précise une petite chose qui me paraît importante. La prépa, scientifique en l'occurrence, apporte une certaine importance aux mathématiques. C'est pour ça d'ailleurs que je parle beaucoup de mathématiques et de physique depuis le début de cette vidéo, en particulier de mathématiques. Parce que, je vous le rappelle, nous, en TSI, on a 10 heures de maths. Et c'est très similaire dans d'autres prépas générales, mais je vous invite encore à regarder. En fait, les mathématiques se basent sur beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas l'appétence mathématique, ça va être très compliqué d'avancer. C'est la raison pour laquelle, si vous envisagez de faire une prépa, vérifiez votre niveau en mathématiques, qu'il soit bon. Dans tous les cas, il s'améliorera au fur et à mesure de l'année. Mais n'arrivez pas en prépa avec des lacunes mathématiques parce que ça va vous être très défavorable pour comprendre les cours, pour assurer cette fameuse réactivité, cette fameuse rapidité dont je parlais tout à l'heure. Le bloc scientifique est donc imposant, mais pour autant, le français philo, par exemple, n'est pas non plus à négliger parce qu'il pèse très lourd au concours. Je vous donne un exemple d'un étudiant qui était en seconde année pendant que je faisais ma première année là et qui a passé les concours, qui a eu apparemment des notes brillantes en maths physique SI au concours central, mais il s'est fait défoncer en français et donc il n'a pas l'école qu'il souhaite et donc il va redoubler la deuxième année. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que la prépa ça se faisait en 2 ans normalement parce qu'il y a possibilité de faire ce qu'on appelle une 5 demi, c'est-à-dire de redoubler la deuxième année si justement on n'a pas les concours ou on n'a pas ce qu'on souhaite à la fin de nos concours. Donc le français en fait n'est pas à négliger du tout. Le coefficient est très fort, notamment pour le concours central en français. Parce que en fait, ça se comprend de manière très simple. En prépa scientifique, tous les étudiants qui vont composer pour les concours ont un niveau en sciences qui est bon. Parce que la prépa amène ce niveau en sciences qui est bon. Mais pour autant, il va falloir bien départager. Parce que justement, le concours, il va falloir départager tous les candidats. Et bien justement, le fait de départager les candidats va se faire sur le français philo et sur les autres matières, l'anglais en l'occurrence. Bien que l'anglais ne représente pas beaucoup non plus de coefficients, c'est surtout le français philo qui est important. Un ingénieur doit être bon en rédaction, en français, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'écrire correctement, d'où l'importance du français. Euh, pour autant, je souhaite nuancer cela parce que le français en première année, il est surtout là pour préparer à la méthode qui va nous être demandée au concours. En l'occurrence, c'est un résumé d'un texte et une dissertation. En fait, en prépa, vous avez un thème qui tombe chaque année. Par exemple, lorsque j'étais en première année, le thème c'était individu et communauté. Et donc on a travaillé tout au long de l'année sur ce thème-là. Mais en fait, ça n'est pas du tout le thème qui va mettre, normalement, présenté au concours. Je dis normalement parce que apparemment il est possible que le thème sur lequel vous allez travailler en première année puisse tomber au concours. Mais ça arrive très rarement, je crois que notre prof nous avait dit que c'était arrivé une fois quoi. Normalement, le thème qui tombe au concours, c'est le thème sur lequel vous travaillez en seconde année. D'où le fait qu'en première année, vous allez vraiment vous concentrer sur comment on fait un résumé, comment on fait une dissertation, comment on lit les livres, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Vous allez voilà, un peu préparer le terrain en français philo pour la seconde année, où là il va falloir bouffer les résumés, les dissertes pour préparer les concours sur le thème sur lequel vous allez être donc interrogé. En l'occurrence, je vais commencer ma seconde année le 1er septembre 2025
Et le concours et le thème, pardon, ça sera expérience de la nature. Donc si vous allez en prépa scientifique cette année-là, le 1er septembre 2025, vous allez devoir travailler sur expérience de la nature, mais normalement ça ne sera pas le thème qui vous sera demandé au concours. Donc c'est pour ça que je nuance cette histoire de français philo. C'est important de s'en préoccuper, mais en première année, si on s'en préoccupe entre guillemets pas vraiment, c'est pas dramatique. Voilà, mais c'est mieux de s'en préoccuper, ça vous donne vraiment de l'avance pour la seconde année. Au niveau de l'anglais, écoutez, au niveau de l'anglais, j'ai pas beaucoup de choses à dire, hein. L'anglais, ça va vraiment dans la continuité de ce que vous avez fait au lycée et même depuis le collège en fait. Euh, on attend forcément un niveau d'anglais qui est bon, je dirais pas un niveau d'anglais qui est très bon, mais pour autant, l'anglais, et notamment vis-à-vis des cols d'anglais que vous avez, je vous le rappelle, toutes les 2 semaines, les cols d'anglais, de manière générale, c'est un texte qui est extrait d'un article de journal anglo-saxon, et vous devez le comprendre et faire un petit commentaire dessus, une synthèse du texte, un résumé, et vous devez voilà, parler un peu de ça, le tout en anglais devant la colleuse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui m'a permis d'améliorer mon anglais. Toutes les 2 semaines, j'avais la colle d'anglais, il fallait que je lise de l'anglais, que je construise des phrases autour du thème, que j'ai compris, que je parle de choses en plus, hein, ce qu'on appelle faire un commentaire, créer une problématique. Et c'est en fait c'est ça qui améliore l'anglais. Moi j'ai trouvé que mon niveau en anglais il a beaucoup évolué grâce à ça. En anglais, voilà, on travaille sur des thèmes, on traduit des phrases, on apprend du vocabulaire. Voilà, ça va dans la continuité, c'est un cours d'anglais normal. Le TIPE, les travaux d'initiative personnelle encadrés. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est quelque chose qui va apparaître à partir du second semestre de première année. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une première approche de la démarche de ce que doit faire un ingénieur. Vous allez avoir encore une fois un thème. Le thème sur lequel je vais passer sur les concours, c'est cycle et boucle. L'année prochaine, il y aura forcément un autre thème pour vous qui passez donc en première année et qui donc sera le thème que vous allez devoir préparer pour les concours. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous devez créer un projet, un système mécanique en l'occurrence, hein. Là, forcément, on va parler SI, hein, donc on va parler de système mécanique, forcément de robots, ou ça peut être autre chose, hein, mais un système mécanique, mécanique, électrique ou informatique, hein, je le précise, qui rentre dans le thème. Le thème est tellement vaste que généralement tous les sujets que vous avez rentrent, hein. Cycle et boucle, franchement, dans tous les systèmes mécaniques que vous pouvez connaître, je pense que vous pouvez voir des cycles et des boucles. Voilà. Donc c'est très général et l'objectif, voilà, c'est de préparer le travail de ce que doit faire un ingénieur, c'est-à-dire établir un cahier des charges, réfléchir sur les solutions techniques, modéliser ça sur SolidWorks, faire des études mathématiques, de PFS ou toute autre nécessité ou toute autre étude nécessaire à la conception de votre projet. Et en fait, ça, le TIPE, vous allez présenter ça à l'occasion de vos oraux de concours. Devant un jury, vous avez 15 minutes pour présenter ce que vous avez fait pendant 1 an et demi de prépa. Parce que forcément, vous allez avoir le second semestre plus toute la seconde année. Donc au total, ça fait 1 an et demi. Et c'est, je trouve, très intéressant. Vous travaillez en binôme, hein, idéalement. Voilà, c'est bien de travailler en binôme et pas seul parce que ça reste quand même une charge de travail qui va s'ajouter à la seconde année, qui n'est pas très présente en première année, je vous l'avoue, franchement. Vous êtes plus sur la définition du projet, sur la validation du projet. Et ensuite, en seconde année, on part sur vraiment commencer à faire des études, commencer à travailler sur la solution technique que vous avez choisie. Suite à cela vient quelque chose peut-être d'un petit peu plus positif, parce que c'est vrai que je vous ai parlé de charge de travail, d'exigence, du fait qu'il fallait pas négliger, qu'il fallait s'organiser, être fort. Je vais vous parler un peu d'ambiance en prépa. Comment ça se passe en fait avec votre promo, avec les autres, avec les profs, comment les choses sont gérées, et je vais vous dire également ce que la prépa m'a apporté personnellement. Alors déjà, la première chose qui m'a marqué, je crois, c'est l'entraide. Je n'ai, franchement, je crois, jamais eu dans ma scolarité une classe où il y avait autant d'entraide et autant d'empathie vis-à-vis des autres. Si vous voulez, la prépa, tout le monde a conscience qu'on est tous dans le même bateau. On est tous là, en train de travailler de manière très ardue, en train de s'acharner sur nos cours et sur tout ce qu'on a à faire et sur l'exigence que nous demandent nos professeurs, que finalement, quand vous avez une personne qui a du mal,
vous avez franchement, je pense, du mal à l'envoyer bouler. Parce que vous avez besoin des autres en prépa. Je crois que la prépa n'appelle pas des études qui doivent être réalisées en solitaire. Vous ne devez pas être seul. Parce que si vous êtes seul, vous n'allez pas vous en sortir. Même si vous êtes très bon, vous allez parfois avoir besoin des autres pour vous remettre un peu dedans, pour vous remonter un peu le moral. C'est nécessaire. Donc il y a beaucoup d'entraide. Une classe qui se soutient mutuellement est une classe qui ne peut qu'avancer. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu une promo franchement formidable de ce point de vue-là. Tout le monde s'aidait les uns les autres. J'ai eu à cœur, moi, d'en aider beaucoup sur les mathématiques, euh, matière sur laquelle je suis plutôt à l'aise et que je comprends bien, pendant que d'autres m'ont expliqué un peu plus en détail la physique-chimie, matière sur laquelle j'ai un petit peu plus de mal à raisonner et à performer. Donc, il y a une communauté qui est très soudée. Vous rencontrez des personnes qui sont très ambitieuses, qui sont dans les mêmes optiques que vous avez vis-à-vis de vos objectifs, le fait d'avoir un niveau scientifique haut, le fait d'atteindre une école d'ingénieur qui vous soit à l'aise pour vous, passer les concours. Donc, vous rencontrez vraiment des gens qui sont très intéressants, je dirais. Franchement, vous rencontrez pas des cons, quoi. C'est un peu ça, si je dois être un peu cru dans les mots. Les gens, voilà, sont gentils. Alors, vous n'allez pas aimer tout le monde, forcément, c'est pas possible. Vous allez avoir des affinités un peu plus sérieuses avec certaines personnes, pas avec d'autres. Et ça, c'est très naturel. Pour autant, je ne crois franchement pas que vous allez, en prépa, vous créer des ennemis. Franchement, je ne crois pas. Donc une communauté qui est soudée, une promo qui s'entraide, ça peut que faire exceller tout le monde. Le cadre de travail, il me semble, est intéressant à mentionner. Les établissements savent que les gens qui sont en prépa ont besoin d'un cadre de travail qui est spécifique, qui est calme et qui regroupe que des gens qui sont en prépa pour justement favoriser le travail, l'apprentissage et l'efficacité. C'est la raison pour laquelle dans l'établissement, mais aussi sur d'autres établissements de prépa, il y a généralement, voilà, au CDI par exemple, des salles de travail qui sont réservées uniquement pour ceux qui sont en prépa, avec un tableau pour pouvoir écrire. J'appelle d'ailleurs une référence à la miniature que j'ai faite pour cette vidéo, que je vous réaffiche ici. Là, vous voyez moi en train d'être dans la salle de travail uniquement réservée aux prépa, avec un tableau en train de réviser un exercice pour ma colle de maths par exemple. Ça, c'est typiquement quelque chose que vous allez faire de manière quotidienne. Vous avez besoin d'un tableau. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai moi-même, pour chez moi, acheté un tableau qui est juste ici. J'espère que vous voyez bien la caméra. Un petit tableau comme ça. Mais ça, franchement, c'est un achat que je vous recommande de faire. Achetez-vous un tableau pour chez vous. Ça vous sera très utile les week-ends quand vous serez chez vous et que vous avez besoin de réviser un exercice, d'écrire des choses. Ça peut faire un peu un brouillon à n'importe quel moment de la journée dès que vous avez besoin d'écrire quelque chose au lieu de sortir une feuille, sortir un stylo et tout. C'est super chiant. Vous vous levez, vous allez sur votre tableau, paf, c'est terminé, vous faites votre exercice et vous avez travaillé. Donc le cadre de travail est très respecté pour les gens qui sont en prépa. Même à l'internat, on avait une salle de travail qui nous était réservée. En plus, l'internat était organisé de manière à ce que uniquement dans le bâtiment, il y ait les gens qui sont en prépa pour appeler à un cadre de travail qui soit optimal et pour pas être dérangé par exemple par les lycéens qui ne travaillent pas de la même manière que nous. On a besoin de calme et le cadre de travail est vraiment respecté pour ça, justement. Il y a une véritable transition qui est parfaite entre la terminale et la prépa parce qu'il y a encore un emploi du temps, des profs qui sont fixés, une classe avec un prof au tableau et pas un grand amphithéâtre avec un prof qui fait son cours et qui n'en a rien à faire des élèves qu'il a en face, quoi. Donc le cadre de travail est très favorable pour continuer à être un petit peu encadré, je le disais. D'où l'entrée douce dont je parlais au début dans la vie d'adulte et dans les études. Il y a encore ce cadre de travail qui est géré par les professeurs, géré par un emploi du temps. Vous devez être obligatoirement en cours, sinon vous avez des absences, ce qui n'est pas le cas en licence. En licence, vous choisissez quand est-ce que vous allez en cours, quoi. Y a-t-il parmi tout ça, parmi toute cette entraide et tout ce cadre de travail, y a-t-il un petit peu de concurrence? C'est vrai que c'est un sujet qui peut revenir quand même en prépa. Il est beaucoup plus présent en licence, mais en prépa, je crois qu'il doit quand même avoir sa place et donc en particulier avoir sa place dans cette vidéo. Alors, si vous me posez la question à chaud, je vous répondrai que non. Mais si on creuse un peu,
si on réfléchit un peu, l'humain est très égoïste. Soi-même, on a besoin d'exceller dans nos propres résultats. Et franchement, on s'en fiche des résultats des autres. C'est la raison pour laquelle il peut quand même y avoir parfois quelques idées de concurrence. Je dirais pas de la concurrence très appuyée en mode voilà, non, moi je vais pas te donner mon exo parce que tu vas me devancer au concours. Enfin, ça n'a aucun sens de dire ça. Mais je rappelle quand même que la prépa amène à la fin à passer des concours. Et les concours, c'est la définition même de la concurrence. Vous devez être meilleur que votre voisin sur la table d'à côté. Vous devez apprendre à être meilleur que les autres. Et la prépa vous prépare à ça. Parce que lorsque vous faites un DS, vous avez ce qu'on appelle un classement. Vous êtes classé par rapport aux autres élèves de votre classe. Et le rang, il est regardé forcément. Mon prof de maths, il avait l'habitude de noter le rang sur la feuille et de rendre les copies par ordre décroissant. C'est-à-dire la première copie qui rendait, c'était celui qui avait la meilleure note. Et la dernière copie, c'est celui qui avait la plus mauvaise note. Donc il y a là une véritable idée de... Il faut un peu classer les gens, mais c'est pour préparer à la manière dont ça fonctionne pour un concours. Parce qu'en concours, vous n'avez pas une note, vous avez un classement. Donc il y a là quand même une certaine idée de ce que peut représenter la concurrence. Je ne l'ai pas ressenti vis-à-vis des autres. On s'entraide tous et c'est nécessaire de s'entraider. Et franchement, personne ne parle de concurrence. Mais pour autant, lorsqu'on parle des concours, beaucoup ont conscience, enfin, tout le monde a conscience que oui, mais pendant les concours, il va falloir que je sois meilleur que toi, en gros. Voilà. Donc, la concurrence n'est pas quelque chose qui est à prendre en compte, vous n'en subirez pas. Par contre, vous devez en avoir conscience. Ça me paraît important. La prépa appelle aussi peut-être, alors ça c'est une idée reçue que beaucoup ont vis-à-vis de la prépa, et je pense que c'est une question que vous vous posez. Faut-il faire des sacrifices? Faut-il abandonner? Y a-t-il encore une vie sociale en prépa? La réponse est oui. Vous avez encore une vie sociale en prépa. Par contre, attention, oui, vous devez faire des sacrifices. Alors, j'explique. Alors, la prépa va appeler un certain degré de discipline. Vous avez besoin d'une discipline pour pouvoir travailler en prépa de manière efficace. Quand je parle de discipline, je fais référence au travail que vous devez mener le soir ou le week-end quand vous êtes chez vous par exemple. Il est vrai que c'est beaucoup plus tentant d'aller, je sais pas, faire un foot ou un basket ou quoi que ce soit avec ses amis plutôt que de réviser la colle de maths. C'est clair. C'est à partir de là où vous allez parfois avoir besoin de dire non à certaines sorties avec vos amis ou à tout autre événement parce que vous allez devoir prioriser ce que vous devez faire en prépa et ce que vous devez travailler pour la semaine qui vient. Parce que les profs, les colleurs, ils ne vous attendront pas au tournant. Vous devez suivre le rythme impérativement et un prof ne va pas ralentir son cours parce que vous avez 2 tableaux de retard. Ça n'est pas possible. Donc il y a ce rythme qui est à suivre et il faut s'y habituer. Donc ça nécessite une certaine discipline, un certain temps donné au travail. C'est la raison pour laquelle il faut s'organiser. Il faut savoir prendre du temps pour la prépa, pour travailler, pour préparer ce qu'on a à faire, mais pour autant avoir des moments de détente. Et ça m'est beaucoup arrivé de travailler, par exemple, je sais pas, beaucoup le samedi matin et le samedi en début d'après-midi, et le soir, je jouais avec mes amis, quoi. Voilà, ça permet de bien décompresser et d'avoir du temps pour discuter et passer un bon moment et être hors de la prépa qui va quand même être quelque chose qui va vous prendre un peu la tête pendant votre année scolaire. Donc, il y a la possibilité d'une vie sociale, bien sûr, en prépa. Alors, bien sûr, si vous faites quelque chose de récurrent, je sais pas, un sport et que vous avez un entraînement qui est sur les cours de prépa ou alors sur un créneau où vous avez besoin de travailler, oui, c'est là où, par exemple, il va falloir faire des sacrifices, arrêter ça, par exemple. C'est malheureux à dire, mais vous allez avoir factuellement moins de temps à consacrer à ce genre d'événement. Mais c'est gérable quand même en dehors de la prépa. Dès lors qu'on est organisé et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on accepte de faire les sacrifices, les choses se passent généralement très bien. En tout cas, n'allez pas en prépa dans l'optique de travailler pendant un an non-stop. Ça n'est pas tenable, l'humain n'est pas capable de réaliser une telle performance. Vous aurez forcément besoin de moments de détente et en fait ça vous fera juste du bien. Donc faites-le.
Alors voilà, c'est comme ça que les choses sont gérées en prépa. Maintenant, qu'est-ce que ça vous apporte la prépa? Parce que c'est sûr que faire tant de sacrifices, accepter une telle charge de travail, il faut bien que derrière il y ait quelque chose d'intéressant à prendre. Alors déjà, ce que vous apportera la prépa, ce sont un niveau de connaissance scientifique. Si vous faites une prépa scientifique, hein, encore une fois, si vous faites une prépa littéraire, vous n'aurez pas des connaissances scientifiques, vous aurez plutôt des connaissances littéraires, hein, mais je vous laisse bien entendu adapter à ce que vous souhaitez faire. De manière générale, la prépa, ça vous apporte une forte connaissance dans le domaine sur lequel vous travaillez en prépa. En l'occurrence pour moi, je n'ai jamais pensé de ma vie et de ma scolarité pouvoir en 10 mois faire autant de chapitres de mathématiques et apprendre autant de choses en mathématiques, ou en physique, ou en sciences de l'ingénieur. On a 33 chapitres de maths, on a 27 chapitres de physique-chimie. Je vous laisse voir un peu tout ce qu'il y a à faire et à apprendre dans tout ça. Sachant qu'un chapitre de maths, généralement, oui, c'est bien deux feuilles doubles, facilement. Donc vous voyez, 33 chapitres de maths qui font tous à peu près deux feuilles doubles, recto verso forcément, oui, ça fait pas mal de choses à apprendre. Donc il y a une forte connaissance en un temps qui est très court et c'est ce que vous apporte la prépa. En fait, la prépa, vous bombardez, vous avancez. Il y a également autre chose qui me paraît très intéressant parce que ça vous sera utile forcément pour passer les concours, hein. On va vous demander d'avoir ça, mais ça peut vous servir en plus dans la vie de tous les jours. C'est le développement de la rigueur et de la précision. La rigueur rédactionnelle, de la précision d'esprit. Alors forcément, voilà, je vous fais référence à cette fameuse fonction que je vous ai proposée tout à l'heure, où je vous ai fait la version comment on dérivait la fonction en terminale STI2D et comment on faisait en prépa. Il y a une vraie différence de rigueur rédactionnelle. Et on va vous demander au concours forcément d'avoir une très bonne rigueur. Et de manière générale, ça vous est utile dans la vie de tous les jours. Pour rédiger une lettre de motivation, pour faire un CV, pour faire un PowerPoint dans le cadre de votre travail, vous avez besoin d'être rigoureux dans la manière d'écrire. Et la prépa vous apporte cette rigueur et ce raisonnement d'esprit qui est très haut. Donc ça me paraît très intéressant de faire une prépa pour ça justement. Évidemment, l'organisation, comment ne pas parler organisation? Alors, moi, je suis mal placé pour dire que la prépa m'a apporté une bonne organisation, une bonne manière de m'organiser, parce qu'à mes yeux, j'ai été déjà bien organisé en lycée. Donc, je suis arrivé en prépa en ayant déjà une bonne organisation, en sachant comment je vais organiser mes cours, comment je vais travailler, etc. Pour autant, la prépa, pour beaucoup, apprend cette organisation. Parce que si vous n'êtes pas organisé en prépa, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et comme vous avez besoin de suivre le rythme, vous allez vous forcer à avoir une bonne organisation qui va vous permettre d'être efficace dans votre travail et de suivre ce fameux rythme. Si vous arrivez en prépa en étant déjà bien organisé, en étant très clair dans votre esprit, vous prenez déjà de l'avance sur ce point-là qui est capital. Et puis, je crois que la prépa, elle apporte une certaine humilité, qui est une qualité, je trouve, qui est assez noble, qui est assez importante à avoir en société. Ne pas chercher à être au-dessus des autres, mais plutôt chercher à les aider et surtout à avoir conscience qu'il existe plus fort que vous. Encore une fois, vous allez rencontrer des gens qui ont une certaine ambition, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui savent qu'ils sont dans une situation assez critique et qui vont devoir se la donner à fond pour pouvoir exceller. Et tout le monde veut exceller pour être au-dessus des autres, parce que c'est l'objectif à la fin au concours. Pour autant, je crois que la prépa, justement, elle vous apporte la réalité des choses. Vous avez peut-être eu de très bonnes notes en terminale parce que vous êtes super chaud en mathématiques ou en physique-chimie, j'en sais rien. Vous avez, je sais pas, 19. Vous arrivez en prépa, vous premier DS de maths, vous avez 10 quoi. Voilà, vous faites un moins de 9 points facile quoi. C'est énorme et ça met un coup au moral. Ça vous rappelle que vous pensiez être fort dans ce domaine-là, mais en fait quand on vous pose réellement ce que c'est que faire des mathématiques et lorsqu'on vous demande une certaine rigueur que vous n'avez pas, bim, vous perdez beaucoup de points et ça vous calme un petit peu dès le début de l'année. Voilà, attendez-vous quand même à des notes qui sont moins élevées que ce que vous aviez en terminale. Et là, je parle pour le bac techno, mais c'est encore plus vrai pour un bac général. Parce qu'il me semble que en prépa générale, on attend une rigueur qui est très forte dès le début de l'année.
et j'ai déjà discuté avec des étudiants qui sont en prépa générale et qui ont fait donc un bac général. Voilà, ils m'ont dit que leur premier DS de maths, ils avaient 4 sur 20. Donc il faut s'attendre à cette baisse significative du niveau, mais un niveau que vous allez réussir à atteindre et vous allez réussir à avancer, à élever votre niveau pour doucement monter la pente et avoir voilà, des DS à 12-13 sur 20. Et c'est déjà vraiment très bien d'avoir 12-13 sur 20 sur un DS de maths en prépa, franchement. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est les notes sur lesquelles je tournais, hein, 12-13 sur 20 sur un DS de maths en prépa. Il ne faut pas s'attendre à des 15-16-17 sur 20 en prépa. Franchement, c'est être peut-être un peu trop ambitieux. Après, je dis pas que c'est impossible, mais au début, en tout cas, ça risque d'être compliqué. Donc il y a là une humilité, vous rencontrez des gens qui sont plus forts que vous, vous avez besoin d'aide sur des choses dont vous auriez jamais pensé être aidé par exemple. Il y a là donc une certaine évolution en termes d'humilité et il me semble que c'est assez important d'en avoir dans le cadre de ces études-là. J'ai écrit sur ma feuille de bonnes rencontres, des liens solides qui peuvent se former du fait que on est tous dans le même bateau, je vous le disais, du fait qu'il y ait une classe voilà, qui évolue et qui s'entraide, ça crée forcément des liens d'amitié qui sont assez forts. Et généralement, les gens que vous rencontrez en prépa, ce sont des gens avec lesquels vous aimez oui, garder contact ensuite. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là de faire une prépa pour faire de super rencontres. Et puis un autre point qui me semble intéressant de ce que peut vous apporter la prépa, en fait c'est peut-être pourquoi on fait une prépa. Il y a l'idée de devenir ingénieur dans le cadre d'une prépa scientifique. Il y a l'envie peut-être voilà, de faire beaucoup de sciences, d'avoir un certain niveau. Mais peut-être aussi on fait une prépa parce que, et c'est le cas de beaucoup de mes collègues, de mes camarades que j'avais eu lors de cette première année, ils m'ont dit que en fait ils ont fait une prépa eux parce qu'ils avaient des bonnes notes en terminale, en sciences, et qu'en fait ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Et la prépa vous offre la possibilité en fait de réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Et je vais pouvoir prendre mon cas personnel parce qu'il est très véridique de ce point de vue-là. J'ai voilà, l'idée de me diriger vers le professeur, en particulier de devenir professeur de maths. Et disons qu'en terminale, j'avais pas forcément l'envie de faire une licence de maths parce que je me voyais pas voilà, dans le cadre de cet amphithéâtre dont je vous parlais, une organisation qui change radicalement. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais faire une prépa, je vais élever mon niveau de connaissance en maths, forcément, et ensuite on verra si je peux envisager un tel métier. Et la prépa, en fait, cette première année m'a permis de vraiment réfléchir à est-ce que je voulais vraiment devenir prof de maths. Donc la prépa, voilà, va vous amener à plus de temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez faire. La prépa scientifique, je vous le rappelle quand même, elle invite chaque étudiant à rejoindre une école d'ingénieur. Une prépa scientifique amène au concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Si vous souhaitez devenir ingénieur, pensez à la prépa. Parce que c'est la voie qui est royale pour accéder à une école d'ingénieur. Vu que c'est un concours, vous aurez forcément à la fin de vos 2 ans de prépa une école d'ingénieur à la fin. Maintenant, selon votre niveau et votre classement dans le concours, vous allez avoir une école qui est bien réputée, peut-être une école qui est moins réputée, mais vous aurez une école d'ingénieur. Si vous envisagez d'autres études, je pense par exemple à un BUT, vous devez être très très bon dans votre promo pour prétendre à une école d'ingénieur. Alors qu'en prépa, vous pouvez être le dernier de la classe, vous pouvez vous assurer quand même d'avoir une école d'ingénieur à la fin de vos 2 ans de prépa. Donc c'est là où l'ambition est à réfléchir. Une prépa amène des connaissances scientifiques de haut niveau, mais surtout vous amène à la certitude d'avoir une école d'ingénieur à la fin. Donc si vous souhaitez devenir ingénieur, je ne dis pas que la prépa est la seule option, mais je dirais que c'est l'option la plus optimale pour accéder à votre objectif. En tout cas, vous avez du temps pour réfléchir, comme je vous l'ai dit, 2 ans de prépa. 2 ans, ça passe vite, c'est vrai, mais au moins ça vous donne le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Parce que dans votre vie professionnelle, vous avez besoin de faire le bon choix pour éviter toute reconversion ou tout regret. Maintenant que je vous ai parlé de la prépa de manière générale, j'ai abordé pas mal de sujets. Encore une fois, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou des précisions à apporter. Je m'en réjouirai en tout cas de vous lire dans les commentaires. Là, vous voyez, on est le 1er août 2025. Alors là, je regarde sur mon ordinateur, on est le 23 juillet 2025 au moment où je vous parle, mais cette vidéo sortira le 1er août 2025. Donc en fait, factuellement, si vous regardez cette vidéo le jour même, il vous reste un mois avant de entrer en prépa, si vous entrez en prépa, donc le 1er septembre. Peut-être que vous donner quelques conseils pour aborder sereinement la prépa serait une bonne idée. Parce que je ne l'ai pas dit, mais oui, la prépa, on commence les cours tout de suite au moment de la rentrée. Déjà, pour préparer votre année de prépa de manière très sereine, bah, je vous dirais un truc tout bête.
mais acceptez la situation dans laquelle vous vous êtes mise. Et alors franchement, je crois que ce conseil, c'est peut-être le plus important que j'ai à vous donner. Acceptez la difficulté. Acceptez d'avoir beaucoup de travail. Acceptez de devenir meilleur. Vous avez, sur Parcoursup en l'occurrence, choisi d'accepter le vœu classe préparatoire aux grandes écoles. Ok. Vous savez maintenant à quoi vous attendre grâce à cette vidéo. Eh bien, acceptez-le. Parce que si vous n'acceptez pas à l'intérieur de vous-même la situation dans laquelle vous vous êtes proprement mise, sous votre propre décision, eh bien ça va être très difficile d'accepter certaines choses. D'accepter de faire des cols qui sont obligatoires. D'accepter un DS tous les samedis matins. D'accepter la charge de travail qui vous est demandée. Donc, je dirais que pendant ce mois de vacances, acceptez cette situation-là et préparez-vous à ce que vous allez vivre en fait. Je crois que c'est très important de se dire que on est capable de prétendre à une telle ambition et que c'est pas grave si on s'est trompé. La prépa, ça va vous faire découvrir un monde qui est assez particulier, mais par-delà cette difficulté, vous avez en fait de la chance d'être là. Donc acceptez cette situation, dites-vous que vous avez de la chance de faire une prépa et que vous allez pouvoir prétendre de manière très sereine à l'objectif que vous vous fixez. Le deuxième point, ça serait de prendre des vacances, des vraies vacances. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas prétendre à de vraies vacances. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui font des jobs d'été, et ce pendant le mois de juillet et d'août parfois. Si vous en avez le privilège, parce que je crois que c'est un privilège, si vous en avez l'occasion de prendre des vacances, faites-le. Parce que vous allez avoir besoin d'être parfaitement reposé pour pouvoir prétendre à votre première année de prépa. Votre première année de prépa, elle va vous demander beaucoup d'énergie. Et si vous n'avez pas réussi à reprendre l'énergie que vous avez perdue à cause de votre année de terminale et en particulier à cause du bac, vous avez besoin de reprendre cette énergie que vous avez perdue. Et ça, vous allez le faire à l'occasion de ces vacances. Donc, prenez des vacances si vous le pouvez, des vraies vacances. Alors, pour autant, je vais vous dire de prendre des vacances, mais je ne vais pas non plus vous dire de ne rien faire pendant ces vacances. Si vous pouvez vous préparer au mieux à votre première année de prépa, vous le pouvez. Je vous disais tout à l'heure, les mathématiques sont une matière à ne pas du tout négliger, mais en plus de ne pas négliger cette matière, on va vous demander d'être bon dans cette matière parce que c'est la base de tout. Vous allez avoir besoin de maths en physique, chimie, en sciences de l'ingénieur, qui sont encore une fois les 3 blocs scientifiques qui sont les plus importants. Donc je vous dirais que si vraiment vous avez une matière à un peu travailler pendant les vacances, ça serait les mathématiques. Arrivez en maths le premier jour de l'année avec le moins de lacunes possible. Je vous dirais que en termes de mathématiques, reprenez déjà les chapitres de terminale sur lesquels vous avez eu du mal pendant cette année-là. S'il y a des chapitres voilà, en mathématiques sur lesquels vous savez que vous n'avez pas eu une super note au contrôle que vous avez fait en l'occurrence, reprenez ce chapitre-là et assurez-vous de bien le comprendre. En tout cas, moi je vous le dis, n'arrivez pas en prépa avec des lacunes et avec du retard, parce que ces lacunes et ce retard, vous allez devoir les rattraper tôt ou tard, et vous n'aurez malheureusement pas le temps de les rattraper en pleine année de prépa. Donc, si vous en avez besoin, reprenez certains cours de terminale, relisez simplement le cours, refaites des exercices, éventuellement refaites le contrôle qui vous a été proposé par votre professeur en terminale, et assurez-vous de bien comprendre et de fixer les lacunes et les difficultés que vous avez vis-à-vis des chapitres de maths que vous avez travaillé en terminale. Si d'aventure vous avez aucun problème de chapitre de maths en terminale, eh ben, je vous dirais de prendre peut-être un bouquin, un manuel de terminale spé maths. Ou peut-être maths complémentaires, j'en sais rien, mais prenez un livre qui vous présente ce que les bacs généraux ont vu. Et lisez simplement le cours, parce que dans un manuel de maths, il y a des exercices, mais aussi un cours avant, qui est vraiment bien fait, pour le coup, et simplement lire le cours, commencer un peu à s'habituer aux théorèmes qu'on ne connaît pas, en sortie de terminale STI 2D ou STL, bac techno, commencez un peu à vous habituer à faire quelques exercices de première ou de terminale générale, ça vous sera très utile pour prendre un petit peu d'avance sur les chapitres de prépa. Quand je vous dis de prendre de l'avance sur la prépa, je vous dis pas commencer à regarder le programme de prépa, commencer à faire des exos d'algèbre linéaire. Ça n'a aucun sens de commencer à travailler des chapitres que vous allez faire en prépa et qui est du pur programme de prépa. Votre prof sera là pour vous l'enseigner, ce cours-là.
Par contre, ce que vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, c'est de combler les lacunes et les difficultés que vous avez sur ce que vous êtes censé savoir faire et prendre de l'avance sur des exos et des cours de terminale générale. Et ça suffira amplement pour prétendre à une très bonne année de prépa. Il n'est pas impossible que votre prof de maths vous donne aussi des exercices à faire. Moi, ça m'est pas arrivé, mon prof de maths nous a rien donné à faire pendant les vacances, mais je sais que certains profs de maths en prépa donnent des exos à faire pendant les vacances de préparation, de transition entre la terminale et la prépa. Faites-les, ces exercices. Ils sont là pour vous aiguiller et pour vous habituer à ce que vous allez devoir travailler en début d'année de prépa. Et puis un dernier conseil que j'aurais à vous dire, ça serait de lire les livres en français philo pendant les vacances d'été, justement. Parce que le français philo, je vous ai parlé justement d'un thème qui tombait chaque année. Le thème que vous aurez donc l'année prochaine, hein, sur l'année 2025-2026, c'est expérience de la nature. Et en fait, il y a 3 œuvres systématiquement au programme de français philo. Et donc, ce sont des livres qui sont à lire. Et je vous recommande de le faire. Encore une fois, je vous ai dit, le français philo, en première année, ça n'est pas quelque chose qui est à prendre au pied de la lettre radicalement. Vous allez devoir travailler la méthode, votre prof sera là pour vous habituer aux choses, mais pour autant, vous allez bien devoir travailler sur un thème. Et en l'occurrence, même si ce thème-là n'est pas celui que vous allez normalement passer au concours, quand même arriver avec une certaine connaissance du thème sur lequel sur lequel vous allez travailler pendant cette année-là. Et ça passe par la lecture de livres. Évidemment, si vous allez en seconde année, évidemment, il faut les lire, les livres, parce que là, c'est le thème sur lequel vous allez être interrogé au concours. Donc là, si vous n'avez pas la connaissance des livres, c'est mort pour vous, quoi. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'ai achevé ma petite feuille que j'ai pu regarder par moment. Si vous avez des questions, des suggestions, des retours à me faire, si vous avez fait une prépa, si vous avez trouvé que des choses étaient bien dites ou mal dites, si vous avez des précisions, des questions, tout ce que vous voulez, vous avez l'espace commentaire pour me le dire. Je vous serai très reconnaissant de laisser un commentaire. Un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si elle vous a permis de vous aiguiller, de mieux comprendre ce qui vous attend en prépa. La dernière chose que j'aimerais vous dire, pour les quelques personnes qui restent encore à ce stade à cette vidéo, c'est que la prépa n'est pas une formation qui est inaccessible. Je crois qu'il faut avoir un petit peu d'ambition dans la vie et qu'il faut être capable de sortir de sa zone de confort. C'est pas interdit de se tromper. Si vous vous trompez en allant en prépa, que vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop dur pour vous, ou que peut-être même c'est pas la formation qui est faite pour vous, ça sera compréhensible pour tout le monde. Mais au moins, ne vous fermez pas la porte au fait de faire une prépa, parce que soi-disant c'est difficile. Je vous ai parlé de la difficulté, je voulais détailler cette difficulté, vous savez à quoi vous attendre, je vous ai donné des conseils pour préparer votre année, je vous ai aussi dit que la prépa c'était de belles rencontres, c'était de beaux moments, j'ai beaucoup rigolé en salle de travail avec mes camarades parfois, c'était très plaisant. Donc n'oubliez pas que la prépa ça va vous apporter beaucoup de choses très positives dans votre vie. C'était Maxence, je vous souhaite de très bonnes vacances, une très bonne continuation, à bientôt.